Bonjour à tous. Aujourd'hui, impossible de l'ignorer, une guerre se déroule aux portes de l'Europe. L'agresseur désigné, la Russie de Vladimir Poutine, est mise au banc des nations occidentales et les rodomontades guerrières du petit caporal de l'Élysée nous le rappellent tous les jours. Pourtant, ce n'est pas la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un conflit se déroule à quelques centaines de kilomètres de nos frontières. Mais la dernière fois, il y a 25 ans, ce n'était pas la Russie l'agresseur, mais l'OTAN, sous la conduite des États-Unis et dirigée contre la Serbie. Nous avions alors assisté à une débauche de propagande qui transforma la situation complexe des Balkans en une fable manichéenne, distribuant, comme aujourd'hui, de façon simpliste, les rôles des bons et des méchants. 25 ans après, il convient d'aborder ces événements sur une base factuelle, mais aussi de comprendre le rôle majeur des techniques de désinformation et de manipulation de l'opinion publique qui font partie de tout arsenal de guerre. Ce que nous allons faire en compagnie de notre invité, Antoine Delacoste. Antoine Delacoste, bonjour. Bonjour. Vous êtes conférencier, spécialiste en géopolitique. Vous êtes l'animateur d'un site internet qui s'appelle géochronique.fr et dans la revue d'histoire européenne, vous tenez régulièrement une chronique consacrée à la géopolitique. Alors, comme je le disais en introduction, il y a 25 ans, l'OTAN bombardait la Serbie. Qu'en était-il de la Serbie il y a 25 ans, donc juste après l'éclatement de la Yougoslavie? Alors la Serbie était évidemment le grand perdant de l'éclatement de la Yougoslavie, organisé de main de maître par les Américains, bien secondé par les Allemands, service secret allemand très présent, notamment en Croatie. Et cette Yougoslavie ne pouvait pas, selon les Américains, résister à l'éclatement de l'Union soviétique. Elle devait, elle aussi, éclater. Pour une bonne raison, c'est que la Serbie, depuis la mort de Tito, qui était croate et donc qui avait durement manié les Serbes, eh bien, la Serbie dominait cette Yougoslavie et ce n'était pas acceptable pour les Américains. La Serbie était proche de la Russie, ils sont slaves, ils sont orthodoxes, donc ils cochent toutes les cases de l'ennemi de l'Empire. Donc la Serbie, on l'a désigné, c'est devenu le méchant de l'histoire. C'est devenu le méchant de l'histoire et la Serbie, tout au long des années 90, jusqu'à cette agression de l'OTAN de 1999, va être l'objet de campagnes de presse régulières en Occident, un peu comme l'a été la Syrie juste avant l'éclatement de la guerre en 2011 et comme l'est la Russie de Poutine depuis quelques années. On désigne l'adversaire à l'avance, on prépare en fait les esprits par des campagnes de presse qui sont d'une puissance incroyable, mais qui sont limitées à l'Occident. Il faut bien avoir conscience de ça. Aucun média sud-américain, africain, asiatique relaie ça. C'est une affaire centrée sur l'Europe, alignée sur la politique de Washington. Alors, la Serbie, donc après l'éclatement de la Yougoslavie, est un État souverain et indépendant. Et au sud de la Serbie, il y a le Kosovo. Alors, quel était le Kosovo dans la Yougoslavie de Tito et le Kosovo en Serbie? Alors le Kosovo, c'est le cœur historique de la Serbie. Il faut bien se rappeler que lorsque les Serbes perdent la bataille décisive du Champ des Merles en 1389, c'est face aux Ottomans. Les Ottomans ont eu d'énormes pertes, mais les ressources en hommes étaient bien supérieures à celles des Serbes. Et donc, in fine, bien que cette bataille se soit soldée presque par un match nul, c'est quand même la seule fois qu'un sultan est tué au combat par un Serbe qui s'était introduit dans sa tente. Eh bien, malgré cela, malgré la résistance héroïque des Serbes et du roi Lazare, qui sera canonisé par l'Église orthodoxe après, Saint Lazare, eh bien, l'Empire ottoman a mis la main sur le Kosovo, qui est donc en effet le sud de la Serbie de l'époque et le sud de la Serbie actuelle, même si la Serbie était plus vaste. Et ensuite, tout au long des siècles, eh bien, les Ottomans vont essayer d'islamiser l'ensemble de la Serbie, surtout après la prise de Belgrade, qui interviendra 2 siècles après. Le Kosovo, lui, tant qu'il est peuplé de Serbes, va résister. Très peu de Serbes passeront à l'islam, contrairement aux Albanais, par exemple, qui résisteront très courageusement du temps de Skanderbeg. Mais après la mort de Skanderbeg, les Ottomans prendront l'Albanie et les Albanais se convertiront majoritairement, comme les Bosniaques. Par contre, les Serbes, eux, c'est infinitésimal. Malgré toutes les difficultés, malgré les persécutions, malgré le statut de dhimmi, de soumis à l'impérialisme islamiste ottoman, parce que c'est vraiment la même chose, eh bien, ils vont résister. Ce qui va se passer, c'est que les Serbes, passant leur temps à se révolter, les répressions sont terribles. Et un jour, la répression promettait d'être si forte, à l'orée du XVIIIe siècle,
que le patriarche de Serbie a dit à des dizaines de milliers de Serbes « Quittez la Serbie, vous allez tous vous faire massacrer ». Et ils se sont réfugiés dans l'Empire austro-hongrois. Ouais. Et vous avez eu comme ça, tout au long du XVIIIe, plusieurs vagues d'émigration des Serbes qui fuyaient la répression ottomane. Alors ils ont bien fait, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas résister. Mais ça a un petit peu vidé le Kosovo de ses forces vives. Et comme, après le congrès de Berlin de 1878, qui donne l'indépendance à la Serbie, mais on a oublié le Kosovo, qui lui restait sous domination ottomane. À partir de ce moment-là, vous avez tous les albanophones qui étaient en Serbie qui sont descendus au Kosovo. Et donc ce double mouvement des Serbes quittant la répression ottomane et des albanophones allant au Kosovo parce qu'il y a toujours le sauveur ottoman qui est là, vous ajoutez à ça 2 siècles de démographie très forte du côté des Albanais, beaucoup plus faible du côté des chrétiens serbes, eh bien vous avez... au moment de l'éclatement de la Yougoslavie, 90% de la population du Kosovo qui est albanophone et musulmane, et 10% qui est serbe et chrétienne. Donc, après l'éclatement de la Yougoslavie, le Kosovo reste en Serbie, dans la République Tout à fait. Tito, pour embêter les Serbes, avait donné un statut d'autonomie au Kosovo. Mais de nationalité musulmane. Même. Une sorte de nationalité musulmane, parce que c'était la grande idée de Tito, affaiblir les Serbes, parce que lui était croate, donc déjà il les aimait pas. Ce pays était quand même un petit peu artificiel, d'une certaine façon. Quand même. Il les aimait pas, et puis il voulait, il avait pour objectif ultime, qu'il n'a jamais pu accomplir, un jour de se rapprocher de l'Albanie et de, pourquoi pas, en faire une province yougoslave. Et donc c'est pour ça qu'il était très bienveillant avec les musulmans. D'où cette république musulmane, improbable dans la bouche d'un communiste athée comme l'était Tito, mais c'était dans cette optique politique. Donc c'était une autonomie qui, dans les faits, ne changeait pas grand-chose. C'était bien les Serbes qui, au sein de cette fédération, dirigeaient ce qui était une province serbe jusqu'à l'éclatement de la Yougoslavie, la révolte qui va suivre de la part des albanophones et l'intervention américaine. Donc cette révolte commence en quelle... Alors dès les années 90, dès les années 80, oui. Un mouvement qui s'appelle Lučeka veut libérer le Kosovo de la tutelle serbe. Alors c'est un mouvement de quelle obédience Alors c'est un mouvement nationaliste très islamisé. Oui. Un des dirigeants, c'était Hachim Tassi, qui deviendra après Premier ministre, puis président de la République, et qui maintenant est en prison à La Haye pour trafic d'organes, on va peut-être y revenir. Et donc, entouré de quelques-uns de ses amis au passé très sulfureux. Tout ça est très lié à la mafia albanaise. L'argent et les armes circulent par l'intermédiaire de la mafia albanaise et par l'intermédiaire des services secrets américains et allemands. Donc ça dans les années 90. Début des années 90. Il y a eu 1991, éclatement de l'Union soviétique. À ce moment-là, les Américains avancent leur pion et disent à la Slovénie première, proclamez votre indépendance, il ne se passera rien. Et là, en effet, la Slovénie, c'est tout petit, c'est loin de la Serbie, c'est loin, il ne se passe rien. Par contre, après, ils disent à la Croatie, où les Allemands sont très implantés, proclamez votre indépendance. Et c'était pas forcément la guerre à ce moment-là, mais en Croatie, il y avait l'enclave de Krajina, où il y avait 200 à 300 000 Serbes qui y vivaient. Et les Croates vont se livrer à une épuration ethnique et vont renvoyer tous ces Serbes qui vivaient depuis des siècles là, dans l'enclave de Krajina et vont les expulser en Serbie. Les Serbes font pareil avec les Croates qui vivaient en Serbie et c'est la guerre. Et donc une guerre impitoyable commence entre Serbes et Croates, suivie par la Bosnie qui éclate, où il y a 3 communautés. Il y a des Serbes, il y a des Croates, il y a des Bosniaques. Ça fait 3 religions différentes. Les Bosniaques sont les musulmans. Les Bosniaques sont les musulmans, les Serbes sont les orthodoxes et les Croates sont les catholiques. Alors comme les Serbes gagnent en Bosnie, les Américains disent aux Croates de s'allier avec les Bosniaques pour vaincre les Serbes. C'est-à-dire qu'on voit bien, à travers ce renversement d'alliance, où les Croates vont docilement obéir à Washington, que l'objectif, c'est de détruire la Serbie, ou tout au moins de l'empêcher de dominer la région, et in fine, objectif ultime, qui est présent dans l'esprit américain dès le début des années 90, obtenir l'indépendance du Kosovo, pour s'y implanter. Donc on va revenir après l'éclatement, donc Lučeka, mouvement... Lučeka se lance dans une guérilla extrêmement dure, extrêmement violente, quoi, des attentats, au Kosovo, des assassinats, des attentats, et puis une guérilla armée. Une vraie guérilla armée. Donc vous avez des centaines d'hommes, des milliers d'hommes même, venus d'Albanie ou déjà présents au Kosovo, mais tous albanophones et tous musulmans. Ils écartent progressivement les albanophones modérés, il y en avait, comme Ibrahim Rugova, et c'est la tendance dure, poussée par Washington et poussée par les Allemands, qui va petit à petit prendre le dessus et se livrer de véritables opérations militaires contre l'armée serbe. Donc réaction serbe. L'armée serbe a le dessus. Elle est chez elle. Le Kosovo est une province serbe à ce moment-là.
Et donc, petit à petit, l'armée serbe prend le dessus. Il y a des combats assez durs, il y a des centaines de morts de chaque côté. Mais les Serbes savent se battre, ils ont une expérience militaire séculaire. Les albanophones, moins. Et puis, de toute façon, ils sont moins nombreux, moins bien armés, malgré le soutien américain. Donc, progressivement, les Serbes prennent le dessus sur l'Utšeka. Donc là, c'est un peu panique à bord du côté occidental. C'est pas du tout conforme au plan. Oui. Et on va, à ce moment-là, se lancer dans des opérations de désinformation majeures, massives, qui vont permettre l'intervention de l'OTAN, qui permettra à l'Utšeka de ne pas se faire Il y a quand même vaincre. des négociations qui se déroulent, des fausses négociations. Alors, on commence par la désinformation. On commence par la désinformation. Les Serbes sont très méchants. Les Serbes massacrent, les Serbes se livrent à une épuration ethnique. Vous voyez le mot magique épuration ethnique qui commence à apparaître. On parlera après de tous les mécanismes que Et effectivement, on veut une fiction de négociation. Et donc, on convoque les Serbes à Rambouillet, où on leur présente un texte où il faut qu'ils acceptent non seulement de se retirer du Kosovo, déjà, c'est l'objet de la guerre, donc ils ne peuvent pas accepter, mais en plus de ça, d'accepter qu'il y ait des troupes de l'ONU dans l'ensemble de la Serbie, dans toute la Serbie. On ne voit pas au nom de quoi, le reste de la Serbie serait concerné par ça. Donc on a sciemment écrit un texte inacceptable pour que les Serbes claquent la porte de Rambouillet. Tout ça n'est pas rappelé évidemment, et dans les titres et dans les reportages, il y a « les Serbes refusent de négocier ». À ce moment-là, la campagne de désinformation prend une ampleur de plus en plus importante, et au bout d'un moment, on est mûr pour l'intervention américaine. Alors, est-ce qu'il y a un ultimatum qui a été posé avant l'intervention militaire ? Oui et non. C'est-à-dire qu'on a dit aux Serbes, il faut accepter Rambouillet. Et les Serbes avaient déjà refusé Rambouillet. Donc, cet ultimatum était de pure forme, si vous voulez, était purement formel. Vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'était le temps que l'armée de l'OTAN... Vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois, sinon on va vous taper dessus ? Alors, c'était pas dit comme ça. C'était pas dit comme ça, sinon des mesures seront prises, sinon vous risquez qu'une intervention, mais c'était pas dit parce que une intervention, disaient les Serbes, mais avec mandat de l'ONU ou pas. Or, c'était pas possible qu'il y ait une intervention avec mandat de l'ONU, puisque la Serbie était un pays souverain qui n'avait attaqué aucun autre pays souverain. Donc juridiquement, ça ne tenait pas. Donc les Américains savaient depuis le premier jour, exactement comme lorsqu'ils ont attaqué l'Irak en 2003, ils ne pouvaient pas avoir un mandat de l'ONU, État souverain qui avait attaqué le Koweït en 91, mais qui en 2003 n'avait attaqué personne. On est dans la même problématique juridique, c'est-à-dire la Serbie n'a fait qu'attaquer des indépendantistes dans une province qui appartient à la Serbie. Donc les Américains envoient des ultimatums pour la forme. La presse relaie le refus des ultimatums par les Serbes qui disent « mais vous nous demandez d'accepter Rambouillet, on ne peut pas accepter Rambouillet ». Et donc on se prépare à l'intervention. Et le point d'orgue de cette opération de désinformation, c'est l'invention d'un massacre. Il faut toujours inventer un massacre pour faire basculer l'opinion publique. Cette invention du massacre, c'est le fameux massacre de Račak. C'est ça. Le massacre de Rakac qui aurait eu lieu le 15 janvier. Le 15 janvier 1999, et il faut avoir en tête que le bombardement de la Serbie qui va durer 78 jours, de départ en mars et se termine en juin, début juin. Donc, l'opération, le véritable cœur de l'opération de désinformation commence 2 mois avant les bombardements. Avec ce massacre, on découvre des cadavres d'Albanais. Alors, qui découvre les cadavres ? Alors, un journaliste au départ. Il dit là, j'ai vu 2-3 cadavres dans un village. Et c'est une journaliste de la BBC. C'est la première qui est sur place. Elle est là un peu par hasard. Parce que comme il y a des combats un peu partout, d'abord il n'y a pas tant de journalistes que ça. Et ensuite, des cadavres, on en voit un peu partout, par définition. Et donc, elle voit 2-3 cadavres à l'entrée du village de Rakac. Et donc, elle fait un petit topo pour la BBC. Et ce topo est transformé par la BBC, qui dit que de nombreux cadavres ont été découverts et qu'il semblerait que ce soit un massacre. Elle-même va appeler la BBC après avoir écouté son reportage tronqué et va dire « mais j'ai jamais dit ça, il y avait 2 ou 3 cadavres que j'ai vus. Taisez-vous, circulez, il n'y a rien à voir ». Toute la machine de la propagande est en marche, parce que si les Américains et les Allemands étaient au point de départ, bien évidemment, les Anglais ont vite rejoint leur maître à Washington. Et à ce moment-là, on appelle les journalistes et la mise en scène a été faite dans l'intervalle. C'est-à-dire que vous avez... disons entre 10 et 20 cadavres, c'est pas énorme, 10 et 20 cadavres alignés, et on dit voilà ce que l'armée serbe a fait dans ce village, elle s'est livrée à un massacre, le massacre de Rakac.
Alors pour bien montrer que c'est la vérité, on envoie un médecin, une Finlandaise qui est là, envoyée par l'Union européenne pour vérifier si c'est bien un massacre. Et elle va confirmer que c'est un massacre, que les traces de balles montrent que c'est un massacre. Le doute, quand même, s'empare d'un certain nombre d'observateurs, y compris de journalistes, qui disent c'est quand même curieux, il n'y a que des hommes, et il n'y a que des hommes jeunes. Il n'y a pas de vieillards, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Pour un massacre de villageois, il manque quelque chose quand même. Et puis, certains mettront en doute le fait que les impacts de balles soient des impacts liés à un massacre, mais plutôt à un combat. Mais la médecin finlandaise a validé, d'autres journalistes valident, et donc on est parti sur des unes dans le monde occidental, et non pas dans le monde entier, c'est des unes occidentales, le massacre de Rakatch. Il faut que chaque conflit où l'ennemi est clairement désigné ait son massacre, pour faire basculer l'opinion publique, qui n'était pas forcément favorable au début à une guerre en Europe. Même en France, Jacques Chirac, au départ, ne voit pas tellement l'intérêt de cette intervention. Il est un petit peu réticent. C'est l'Amérique qui a décidé cette intervention. Et ce qui est terrible, c'est que quelques années après, un livre en Finlande sera consacré à cette médecin et elle reconnaîtra qu'elle a menti. Alors c'est trop tard, c'est 10 ans après, c'est dommage. Mais elle reconnaîtra qu'elle a menti et qu'elle était l'objet de pressions extrêmement fortes de la part des services diplomatiques américains, dirigés par un nommé Walker à l'époque. Et Walker lui a dit « il faut dire ça, il nous faut la guerre ». Et dans son premier rapport, c'était pas favorable. Elle racontera que Walker a brisé son stylo en deux et lui a jeté à la figure en lui demandant de le changer. En fait, elle a agi par peur. Elle avait peur pour sa propre vie et elle reconnaîtra 10 ans après, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'étais l'objet de pressions terribles et j'ai validé des choses fausses. Alors tout le monde était bien triste, mais voilà. Dans le laps de temps entre ce prétendu massacre et l'intervention, que se passe-t-il pendant les 2 mois? On fait monter la pression. Alors la campagne de presse démarre. Elle démarre surtout en Allemagne. L'Allemagne est en pointe dans l'affaire. Il faut absolument mettre la main sur le Kosovo et surtout régler son compte à la Serbie qui doit être affaiblie face à la Croatie, qui est le grand allié de l'Allemagne. Vieux souvenir de la Seconde Guerre mondiale, soit dit en passant. On retrouve là les vieilles alliances. Les vieilles alliances entre c'est quand même surréaliste, entre le Troisième Reich et les Oustachis croates. C'est quand même incroyable quand on y pense. Mais les Allemands ont toujours eu des intérêts très importants en Yougoslavie, mais en Yougoslavie croate, essentiellement. Alors la France était plutôt, elle, toujours été proche de la Serbie. C'est pour ça que Chirac était réticent au départ. Mais malheureusement, il finira par céder parce que c'est Chirac, la versatilité de Jacques Chirac. Et donc on a trahi nos alliés serbes avec qui on était engagés pendant la Première Guerre mondiale de façon quand même très forte. Et ils sont battus héroïquement contre les Austro-Hongrois, avec des pertes considérables. On a trahi donc une vieille amitié et on s'est lancé, nous aussi, dans une campagne de presse. En France, c'est Le Monde qui a fait le travail. Alors là, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont les relais médiatiques en France. Comment la source se prend, si je puis dire. C'est l'Allemagne qui lance le tempo, mais la France va relayer très vite, l'Angleterre, les États-Unis. Et il y a les mots magiques, épuration ethnique, génocide. Alors donc on dit que des dizaines de milliers d'Albanais ça va ont disparu. Au-delà du massacre de Rakatch. Ah oui, ça y est, après, ce sont les grands massacres qui commencent. Ça, c'est le petit massacre qui est le point de départ. Et c'est le montage. Et ensuite, on invente les cadavres, on invente les morts. Et certains disent, il y a 10 000, 20 000, 30 000, on a même dit 100 000 à un moment donné. Un ministre allemand a dit il y a 100 000 Albanais qui ont disparu. Personne n'avait disparu dans l'affaire. Cette guerre, c'était une guerre où il y avait des morts, mais enfin, il y avait quelques centaines de morts. On était dans quand même des effectifs, des bilans assez faibles finalement. Alors en France, c'est Le Monde qui va faire le boulot de façon le journal aussi, Le Monde qui est dirigé à l'époque par Edoui Plenel. Immanquable. J'appelle la perche. Merci de cette perche de rappeler le rôle formidable d'Edoui Plenel. C'est d'ailleurs assez fascinant quand on y réfléchit. Cette extrême gauche d'origine trotskiste, très anti-américaine dans les années 60-70, et plutôt pacifiste finalement, qui devient progressivement pro-américaine, pro-OTAN, et très belliciste derrière les néoconservateurs américains. Il y a là un basculement, indépendamment du Monde. Si vous suivez la trajectoire d'un journal comme Libération, dans les années 70, c'est le gauchisme pacifiste. À partir des années 90, à partir de cette époque, et encore plus maintenant, c'est le bellicisme contre les gens du mal, les Serbes, les Russes, la Syrie de Bachar el-Assad, etc. Et là, il faut la guerre.
Il faut la guerre. C'est ce basculement atlantiste de l'extrême gauche française à quelque chose quand même Qu'est-ce qui fait basculer justement les médias français? C'est la pression des médias allemands, la pression américaine, il y a de l'argent, il y a des pressions personnelles? Alors, difficile de sonder les reins et les cœurs. Mais on a observé qu'il s'est passé ensuite la même chose en Syrie, et il se passe la même chose en Russie, où il y a une désinformation sur la réalité de la guerre qui est absolument gigantesque, comme si on montait d'un cran à chaque fois. Alors en Syrie, c'était les fausses attaques chimiques de Bachar el-Assad. En Russie, ça va être le massacre de Boutcha qui prête quand même beaucoup, enfin sur lequel on peut être extrêmement perplexe, vu le délai qui se passe entre la reprise de la ville par les Ukrainiens et l'annonce du massacre 3 jours après, comme si c'était le Caire où on ne trouve pas les cadavres, si vous voulez, c'est une toute petite ville, Boutcha. Enfin, c'est une parenthèse. Et à partir de ce moment-là, l'ensemble des journalistes vont dans le sens atlantiste. Pourquoi y vont-ils? Le Figaro et Le Monde ont toujours fait ça, d'une certaine manière. Ils vont le faire d'une façon plus forte, notamment Le Monde, parce qu'il y a Plenel et parce que l'ennemi, c'est le Serbe. Pourquoi Plenel est devenu pro-américain à cette époque-là? C'est à lui qu'il faudrait poser la question. On ne peut pas sonder les reins et les cœurs de chacun. Certains ont peut-être été achetés, mais c'est même pas sûr. On le fait par idéologie. Tous nos généraux de plateau aujourd'hui qui passent sur LCI pour insulter la Russie et prévoir la réussite de l'offensive ukrainienne de l'année dernière et la défaite certaine de la Russie, on se dit, mais ils ne peuvent pas être payés pour dire des âneries pareilles, se ridiculiser à ce point-là, ça devient dément. Et donc je pense que c'est l'idéologie qui aveugle au bout d'un moment. Et la Serbie chrétienne est derrière la Russie qui essaye de sortir de l'ornière communiste avec Poutine qui pointe à l'horizon tout au moins une reprise en main qui se fera au fur et à mesure que l'échec d'Helsinki devient patent. Tout ça fait que l'objectif de l'OTAN, qui ne va pas disparaître contrairement au pacte de Varsovie, c'est progressivement de mettre la main sur les Balkans. On observe d'ailleurs avec intérêt un lien avec les réseaux Soros. C'est très intéressant de suivre les réseaux Soros. Soros, qui vient d'annoncer par la voix de son fils, qui succède au père qui n'est plus en état de santé de diriger, eh bien le fils, Alexander Soros, a annoncé récemment qu'il se retirait de l'Europe occidentale. C'est logique, le boulot est fait, il n'y a plus rien à faire. Mais qu'il va se consacrer aux États-Unis pour essayer d'empêcher l'élection de Trump, mais que bien sûr, il garde un œil extrêmement attentif sur les Balkans et sur l'Europe centrale. Tout ça, c'est pour contrer la Russie. C'est la vieille doctrine géopolitique américaine. Et l'obsession de l'Amérique, empêcher qu'il y ait un axe Paris, Berlin, Moscou, comme il y en a eu un en 2003, au moment de l'invasion de l'Irak. Ça, c'est la terreur américaine, parce qu'à ce moment-là, tout le plan s'effondre. Donc, casser cet axe et refaire l'Europe dans l'orbite de Washington. Donc, toute cette désinformation a ça comme objectif, in fine, permettre à l'Amérique et à l'ensemble de l'OTAN, et c'est pour ça aussi que l'opinion publique finit par se faire manipuler et que les journalistes marchent, c'est que derrière, il y a l'armée française. Tous nos généraux se font régulièrement recycler par l'OTAN. Ils sont tous otaniens, sinon ils ne font plus carrière de toute façon. Alors, la désinformation, donc là, on prend vraiment des proportions absolument insensées. Donc, vous parliez de 100 000 morts, mais on parle également de gens qui jouent au football avec des têtes coupées, des fœtus grillés. C'est ça. Alors, on reprend les mêmes... Oui, on reprend finalement les mêmes... oui, il y avait eu les couveuses de Saddam Hussein. Et puis même les bébés, les bébés Allemands qui mangeaient les bébés. C'est ça, voilà, on reprend les vieilles luttes. Déjà sous Napoléon, avec les Russes qui faisaient... les gens marchent. En Syrie, après, on nous fera aussi la même chose. Les soldats syriens jouent au football avec des têtes de prisonniers coupées. Et là, donc, c'était les soldats serbes qui jouent au football. Pour qui a joué au football, ça ne doit pas être très commode, hein, une tête coupée. Bon, enfin, quoi qu'il en soit. Mais alors, là, il n'y a aucune image, bien évidemment, aucun témoignage. Rien, aucune preuve. Aucune preuve, et une bonne partie part de l'Allemagne. Et alors, le point d'orgue de tout ça, pour déclencher l'intervention, on ne va pas inventer un massacre, mais la préparation imaginaire d'une grande offensive serbe, l'opération Fer à cheval. L'armée serbe devait descendre massivement vers le sud, se décaler de deux côtés, est et ouest, d'où le fer à cheval, encercler les maquis ou Tchéka et tuer tout le monde, en gros. Parce que si c'est pour tuer que les maquis ou Tchéka, est-ce qu'il faut faire une intervention militaire? Non, tous les villageois vont y passer, toutes les petites villes vont y passer, on va tuer tout le Kosovar, c'est-à-dire en fait les Albanais. Les Albanais musulmans installés au Kosovo. Un projet de génocide, ni plus ni moins. Oui, par l'opération Fer à cheval, dont on sait maintenant, comme l'a démontré
plusieurs enquêtes, comme l'ont démontré plusieurs enquêtes ultérieures, dont on sait maintenant que ça avait été monté par les services secrets bulgares qui étaient passés dans le camp de l'Allemagne. Il y avait à ce moment-là des échanges importants entre l'Allemagne et la Bulgarie, et c'est eux qui ont livré aux médias allemands la préparation de cette pseudo-opération Fer à cheval. C'était assez sophistiqué quand même comme organisation. Il y avait juste une erreur de traduction, c'est-à-dire que Fer à cheval se dit par un certain mot en serbe et il s'était trompé dans la traduction. Et dès le début, des journalistes serbes ont dit mais c'est pas possible, ça se dit pas comme ça en serbe, Fer à cheval, c'est Polodva au lieu de Polidva, quelque chose comme ça. Personne n'a écouté ces Serbes, forcément complices du génocide des autorités serbes, et on est parti sur l'opération Fer à cheval. Et là, la mécanique parfaitement huilée, il y a urgence. Le massacre, exactement comme en Libye. Il va y aller avoir le massacre de Benghazi, organisé par Kadhafi et son armée contre les islamistes de Benghazi qui avaient pris la ville. Et donc il y a urgence, on intervient. Il faut intervenir. Donc là, en termes de légalité, c'est donc l'OTAN qui décide d'intervenir de son propre chef. C'est ça. Parce que l'ONU, bien évidemment... Elle ne peut pas. Il n'y a aucune attaque contre... L'ONU est consultée quand même mais même pas. Même pas parce que... le point de vue juridique de l'ONU, c'est qu'il faut qu'il y ait agression d'un État contre un État souverain. Pas le cas. Oui. C'est pas le cas. L'ONU peut condamner l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, même s'il y avait 1000 raisons de le faire. Et, bon, c'est une autre émission. Mais elle a l'argument juridique, elle a le prétexte juridique pour dire il y a bien une armée qui a pénétré dans un territoire étranger. Et là, c'est pas le cas puisque le Kosovo est en Serbie. Donc l'ONU n'a rien à dire. C'est une opération militaire décidée à Washington. Donc là, on arrive donc fin mars 1999. Il n'y a toujours pas d'ultimatum. On ne dit rien. Ah non, là, c'est fini. C'est fini. Pour la forme, les Serbes refusent toujours Rambouillet et puis on n'en parle plus. Et les bombardements. Alors qu'est-ce qui se passe c'est le 25 mars voilà. 1999. Et donc on commence les bombardements. Donc ce sont des bombardements qui se déroulent où et de quel... Alors on bombarde l'ensemble de la Serbie. C'est ça qui est incroyable. On ne bombarde pas l'armée serbe au Kosovo. On ne bombarde pas l'armée serbe tout court. On bombarde tout. Donc on bombarde les infrastructures, les ponts, les centrales électriques, et on bombarde des civils à certains moments. Et le porte-parole de l'OTAN de l'époque, qui s'appelait Djamichi, dans son topo du soir, avait toujours cette phrase d'un cynisme absolu. « Nous avons détruit 2 centrales électriques, 3 ponts et une caserne serbe. » Et il y a eu des dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux, c'était les civils qui avaient été bombardés. Il y a eu plus de civils tués dans ces bombardements que de militaires serbes. Oui. Parce que quelles sont les cibles visées? Alors les cibles visées officiellement, ce sont les pistes d'aérodromes, les avions, ce qui a été fait, mais c'est aussi toute l'infrastructure économique serbe. Il faut mettre la Serbie à genoux. Et ils vont à certains moments bombarder Belgrade, la capitale. Ils ne craindront pas de bombarder l'immeuble de la télévision et de la radio serbe, où il y aura une quinzaine de morts des journalistes. Comme ils ont mal visé une fois, ils vont partiellement bombarder l'ambassade chinoise. Alors ça, ils ne vont pas recommencer, parce que les Chinois ont dit, là, si on bombardait notre ambassade, ça ne va pas coller. Alors, ils ont présenté des excuses, des erreurs de tir, On n'a pas bien su, parce que la Chine n'avait pas condamné la Serbie, elle n'avait pas soutenu l'opération américaine. C'était l'époque, on l'a un peu oublié, mais c'était l'époque où la Chine et l'Amérique étaient censés avoir de très bonnes relations. Et l'Amérique avait participé à l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et ils espéraient ainsi qu'il n'y ait jamais d'alliance entre Chinois et Russes. Donc tout ça était un jeu à 3 bandes assez complexe. Donc les bombardements durent 78 jours, tuent des centaines de civils, en blessent des milliers, et au bout d'un moment, eh bien, Milosevic, le patron de la Serbie, le président serbe, ancien communiste d'ailleurs, qui lui était bien à l'abri dans son bunker, dit on va résister, mais la pression de l'opinion publique, et c'est pour ça que les civils ont été bombardés, faire pression que l'opinion publique se retourne, serbe se retourne, disent tant pis pour le Kosovo, on lâche, parce que nous on se fait bombarder tous les jours et on a des morts. Il y a quand même une réaction militaire de la part des Serbes, une défense antiaérienne, la chasse en réalité, il y a de l'artillerie. La chasse, elle s'est fait clouer au sol. Il y a quelques sorties, mais l'aviation n'est pas au même niveau. Ce sont les avions furtifs américains. Un seul se fera abattre. Alors voilà, il y a quand même... un abattu, mais par hasard. Par hasard, parce qu'un autre aéronef
non furtif est passé près de lui à ce moment-là, et l'obus serbe censé tuer l'aéronef non furtif a dévié à la dernière seconde pour aller vers le furtif qui était plus gros, qu'il n'avait pas vu, mais il l'a vu à la dernière seconde. Et donc les Serbes étaient pleins d'espoir en disant ça y est, on a percé le mystère des avions furtifs et on va pouvoir tous les abattre. Donc l'avion furtif s'est écrasé, le pilote a été fait prisonnier? Oui, et il a été libéré très vite par les Serbes, ce qui reste une énigme. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Et on peut penser que les Américains ont dit vous le relâchez tout de suite, sinon alors là, Belgrade est en cendres. Et on peut penser qu'il y a eu des pressions de ce type, mais on n'a jamais su exactement pourquoi les Serbes avaient tout de suite libéré. Et qu'est-ce qu'il est devenu cet avion qui s'est retrouvé éparpillé? Les Serbes l'ont ramassé en morceaux et ont donné les morceaux aux Russes après. Donc ça n'a pas été perdu pour tout le monde, mais il était quand même en trop mauvais état. Je ne suis pas sûr que les Russes aient pu en tirer grand-chose. Quelque chose. Et donc au niveau du bilan, principalement des civils, on sait à peu près combien de... Alors on suppose, mais on n'est pas très sûr, qu'il y a eu 500 morts et 5000 blessés. Et dans les 5000 blessés, évidemment, c'est des bombardements, donc beaucoup d'amputés, c'est des blessés très graves. C'était des bombardements, des bombes dites intelligentes, des bombes guidées, j'imagine. Oui, mais enfin, si c'est vraiment des bombes guidées à chaque fois, à certains moments, ce ne sont que des objectifs civils qui avaient été atteints. Ça voudrait dire, si ce sont tous des bombes intelligentes, ce qui n'a jamais été complètement établi, ça veut dire que les civils étaient visés délibérément, ce qu'ont toujours dit les Serbes. On peut penser qu'il n'y avait pas de bombes idiotes. On n'est plus en 1945 à Dresde ou en 1944 à Caen, où ce sont des bombes pas intelligentes. Donc on peut penser que c'était toutes des bombes intelligentes, et on peut penser que les objectifs civils, touchés par les Américains et par d'autres pilotes, dont des Français. Vous avez il y avait les Français, les Américains? Oui, il y avait tout l'OTAN. Tout l'OTAN. Il y avait même des Espagnols, puisqu'on l'a su, alors que c'était plus ou moins secret, on l'a su parce qu'un pilote espagnol, après, lui aussi, comme la médecin finlandaise, s'est confessé, a demandé pardon. Et il a dit « J'ai reçu un jour l'ordre de bombarder un objectif civil, purement civil. Et j'ai obéi, et j'en suis bien malheureux. Et je demande pardon à tous ces civils que j'ai tués avec mes bombes. » Alors, donc au bout de 78 jours, Milosevic jette l'éponge. Et l'armée serbe se retire du Kosovo. Comme elle n'a pas accepté Rambouillet, personne d'autre n'entre au Kosovo. On observe d'ailleurs dans toute cette guerre, c'est une guerre purement aérienne. À aucun moment, on a envisagé de mettre des troupes au sol. Pourquoi? Mais parce que c'est compliqué, les Serbes. Oui. Ils ont prouvé quand même, pendant la Seconde Guerre mondiale, contre les Allemands qui savaient se battre. Les Serbes, ils ont prouvé en plus que contre les Ottomans pendant plusieurs siècles qu'ils ne s'arrêtent jamais. Et en plus, le terrain est très accidenté. Donc c'est très compliqué. Donc le tendre GI face aux miliciens serbes, les Américains ne devaient pas bien le sentir, et ils ont bien raison. Pour ça, ils n'enverront d'ailleurs jamais de troupes au sol en Ukraine, parce que le tendre GI, avec son McDo et son Coca face aux fantassins russes, ça ne va pas coller du tout. Donc c'était une guerre purement aérienne, les guerres zéro mort. C'est à ce moment-là que naît la doctrine aux États-Unis. On va faire des guerres à zéro mort. Et ils l'appliqueront après en Irak, en 2003, de façon encore plus catégorique, encore plus violente, avec des milliers et des milliers de morts irakiens dans les bombardements américains, jusqu'au jour où ils occupent l'Irak et où il y aura une révolte. Et là, à Fallujah, les Américains auront quelques centaines de morts, ils vont découvrir ce que c'est que la guerre réelle. Mais donc c'est à ce moment-là que naît le concept de guerre aérienne, la guerre zéro mort. On bombarde l'ennemi jusqu'à ce qu'il cède. Ça ne marche que si l'ennemi est faible. Si les Américains veulent faire ça demain contre la Russie ou contre la Chine, ça ne marchera pas, parce que l'ennemi n'est pas faible. Donc on s'est attaqué à un faible, et au bout de 78 jours, le faible dit pouce, l'armée serbe se retire. À ce moment-là, on se tourne vers l'ONU, en disant, maintenant, allez-y, faites quelque chose. Alors l'ONU, qui est dirigée par des amis des Américains à ce moment-là, dit, d'accord, et ils envoient donc la KFOR, une force censée maintenir la paix au Kosovo. Et cette force censée maintenir la paix au Kosovo ne lèvera pas le petit doigt quand l'épuration ethnique commence, une vraie celle-là, contre les Serbes qui quittent le Kosovo par centaines de milliers. Et les premiers monastères brûlent, les premières églises brûlent, tout ça dans l'indifférence générale, et même le déni de l'envoyé spécial pour l'Europe, Bernard Kouchner, qui va régner en maître sur le Kosovo pendant quelques années, et couvrir ainsi tous les trafics de l'UÇK, et à commencer par les trafics d'organes sur les prisonniers serbes. Parce que le Kosovo reste province serbe pendant combien de temps encore? Alors, il n'est plus province serbe. Il est enclave occupée par l'ONU, avec dans les faits l'UÇK au pouvoir, qui n'a pas rendu ses armes.
contrairement à la résolution de Donc l'ONU. on sort du droit serbe, On sort complètement, on sort de tout droit, en réalité. Même si l'ONU est là, on sort du droit, puisque, exactement comme le Hezbollah au Liban Sud, on ne rend pas les armes. Tout le monde rend les armes, sauf l'Utcheka. Dans une zone de non-droit. On est dans une zone de non-droit, d'où toutes les exactions albano-islamistes, en quelque sorte, et mafieuses. Et donc, commence à se mettre en place un État islamo-mafieux au cœur de l'Europe. Ça va durer quelque temps. Certains pays européens s'inquiètent, comme l'Espagne. Parce que l'Espagne, elle, a un problème avec sa province de Catalogne. Elle dit, mais ce qui est en train de se passer au Kosovo, pourtant ils ont participé à l'opération, ce sont des fidèles petits soldats de l'OTAN, mais ils se disent, mais si un jour les Catalans, majoritaires en Catalogne, par définition, font une révolte et demandent l'indépendance, et que nous, on envoie l'armée pour empêcher, on va nous bombarder aussi, pour permettre à la Catalogne d'être indépendante. Ça crée un précédent, cette histoire. C'est un précédent terrible. Une province d'un pays demande sa sécession, le pays n'accepte pas la sécession, il y a une guérilla armée, il y a une guerre. Et là-dessus, la plus grande puissance du monde, avec la plus grande coalition du monde, intervient et prend parti pour cette petite province. Toute petite province, hein. On parle de 11 000 km². Hein. Donc c'est vraiment tout petit. Donc c'est un précédent juridique extrêmement grave. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire ça n'importe où, selon le bon vouloir de Washington. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque le Kosovo proclamera son indépendance, contre toutes les promesses qui avaient été faites, jamais le Kosovo sera indépendant, eh bien, 9 ans après, en 2008, l'Espagne fera partie des rares pays européens à refuser de reconnaître le Kosovo. Et l'Espagne continue à refuser de reconnaître le Kosovo. Eh bien, le chemin passe déjà par le fait que tous les pays européens reconnaissent le Kosovo. Or, plusieurs refusent. Chypre refuse, la Slovaquie refuse, la Roumanie, solidarité orthodoxe, on n'a pas très bien compris la position de la Roumanie, pourtant très alignée sur l'OTAN. Et donc, dans le plan européen et dans le plan américain d'entrer dans l'OTAN, d'entrer dans l'Europe, eh bien, il y a le cactus espagnol qui est un cactus sérieux. Alors, on ne va pas faire l'histoire maintenant du Kosovo. Effectivement, vous dites que l'ancien président, lui, est en prison pour trafic d'organes. Oui. Donc, alors c'est une histoire de trafic d'organes. Oui, 2 minutes si on a le temps. Ces trafics d'organes ont été au cœur de plusieurs rapports et de plusieurs livres. Il y a l'enquête de Pierre Péan, journaliste d'investigation bien connu, qui avait écrit un livre sur le Kosovo, un État mafieux. Et il avait parlé des trafics d'organes. Et puis surtout, il y avait eu le compte-rendu d'un diplomate suisse peu suspect d'être pro-serbe, qui s'appelait Dick Marty, qui, dans son rapport destiné à l'ONU, avait dit, à l'évidence, il y a des trafics d'organes serbes. Des prisonniers, des jeunes prisonniers serbes, pas seulement des militaires, mais aussi des gens raflés dans des villages, y compris des jeunes filles, de 18 à 25 ans, ont disparu par centaines. Et on n'a jamais rien retrouvé. Et effectivement, on n'a jamais rien retrouvé parce qu'ils étaient opérés et démantelés. Je suis désolé d'être aussi brutal, mais c'est affreux ce qui se passait. Le livre de Pierre Péan commence par une opération de ce type, avec un médecin kosovar. Ça n'existe pas, les Kosovars sont des Albanais musulmans installés au Kosovo. Eh bien, ça commence par une opération faite par un médecin qui enlève les organes d'un prisonnier serbe, et après, ça va sur le marché international des organes, et ça permet à la mafia albanaise de s'enrichir, parce que ça coûte très cher pour les riches américaines, les organes. Oui, alors je voudrais continuer sur les conséquences. Donc, on disait que ça avait créé un précédent qui a pu servir également à la Russie, non ? Alors ça servir à la Russie dans une certaine mesure, c'est-à-dire que lorsque l'Union soviétique a éclaté en 1991, des guerres civiles ont éclaté un peu partout. Oui. En Arménie, qui a reconquis le Haut-Karabakh à ce moment-là, en Géorgie. En Géorgie, par exemple, vous avez 2 provinces qui ont proclamé leur autonomie. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et lorsque la Géorgie a voulu les reconquérir, eh ben, les Russes, en 2008, ont dit « mais pas du tout, ils ont proclamé leur autonomie, on vient les aider ». Alors tout le monde a condamné les Russes en disant « qu'est-ce que c'est que cette atteinte au droit international ?» Ben, à ce compte-là, c'est exactement la même chose. Et en effet, pareil pour la Crimée, qui avait été rattachée de façon quand même tout à fait artificielle par Khrouchtchev à l'Ukraine, et alors qu'elle est peuplée à 95% de russophones. Avant, il y avait des Tatars, mais Staline les a presque tous déportés. Donc, il y avait eu beaucoup de Tatars. Donc, il y a essentiellement des Russes. Eh bien, c'est pareil. La Crimée a proclamé son autonomie lorsque le coup d'État de Maïdan en 2014 a eu lieu et qu'un gouvernement pro-occidental est apparu en Ukraine.
Donc la Crimée s'est lancée elle-même dans l'autonomie. Ensuite, la Chambre de Crimée a demandé son rattachement à la Russie, que la Russie a entériné. Donc quand on lit partout que la Russie a annexé la Crimée, c'est faux, ça s'est fait juridiquement. Mais évidemment, les autres on dit, mais juridiquement, c'est très contestable parce que ça appartient à l'Ukraine. Et le Kosovo, alors, ça n'appartenait pas à la Serbie. Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que les Américains ont gagné sur ce coup-là? Eh oui. Alors là, la victoire est totale. La victoire est totale, il ne faut pas oublier que ça se passe en 1999. Poutine n'est pas encore au pouvoir. Il va l'être, sous peu. Mais il ne l'est pas encore. On prépare son arrivée. Les oligarques, c'est paradoxal, alors que Poutine les musellera après. Les oligarques préparent l'arrivée de Poutine parce qu'ils savent bien que le système Helsinki est en train de s'effondrer. Mais en 1999, l'armée russe est d'une faiblesse insigne. Elle ne compte plus. Elle a beaucoup de mal en Tchétchénie. Autre province qui voulait son indépendance en Russie, mais là on n'est pas intervenu si ce n'est par service secret interposé pour aider les Tchétchènes. Et donc le tempo est très bon pour l'Amérique, qui ensuite fera adhérer à l'OTAN les pays, et nous à l'Union européenne, les pays qui sont issus de l'éclatement de cette ex-Yougoslavie. Slovénie, Croatie, Monténégro, etc. Donc c'est encore donc une marche vers l'Est. Et c'est une marche vers l'Est. C'est la première grande marche vers l'Est en 1999. C'est la première grande marche vers l'Est et qui sera suivie de bien d'autres. Le pays baltes, la Pologne, la Roumanie, etc. La Hongrie, enfin... Tout ça se passe à ce moment-là. Et concrètement, sur le terrain, ça se traduit par des bases américaines un peu partout. Et de ce point de vue-là, sans adhésion à l'OTAN, le Kosovo a bénéficié de l'installation d'une base américaine, la base de Bondsteel. Les Américains ont construit aussitôt la fin de la guerre, en plein Kosovo, en plein cœur du Kosovo, leur plus grande base américaine d'Europe. Il y a 7000 hommes. 7000 hommes qui y sont en permanence, qui s'y entraînent. Et il y a beaucoup d'amis de l'Amérique qui s'y entraînent. Des islamistes syriens sont passés dans le camp de Bondsteel. On l'a su parce qu'eux-mêmes l'ont raconté. Dire, on était à Washington, et puis en revenant en Syrie, on a fait une halte de quelques jours à Bondsteel. Et l'islamiste syrien, tout sourire, en train de raconter ça. On a dit que c'était un des fameux camps où il y avait des tortures, comme à Guantanamo, pratiquées par la CIA. On n'a pas de preuves, donc je cite pour mémoire, mais contrairement aux Syriens et aux Ukrainiens, vous avez eu aussi des centaines de soldats ukrainiens qui sont passés par Bondsteel pour s'entraîner avant la guerre, parce que cette guerre vient de loin. Et donc aujourd'hui, le camp de Bondsteel est le plus grand camp des Balkans, et même d'Europe occidentale également. Et c'est une base d'observation américaine absolument essentielle. Alors, on va en terminer là. Finalement, toute la supercherie, enfin tous les montages vont apparaître au fur et à mesure des années dans les médias occidentaux. Oui, il va y avoir des enquêtes de journalistes. Est-ce qu'il y a des mea culpa quand même? Est-ce que Louis Plenel dit je me suis trompé? Non, pas Edoui Plenel. Non, Edoui Plenel a toujours raison. Non, Bernard-Henri Lévy en attend aussi. Lui, il avait parlé des avions de la liberté. Mais lui, il continue. Donc, non, il n'y a pas eu de mea culpa des premiers couteaux, si on peut dire. Il y a eu des mea culpa des seconds couteaux. La journaliste de la BBC qui a eu le courage de raconter, elle s'est fait licencier évidemment, de raconter que son reportage avait été tronqué, ce pilote espagnol. Il y a quelques exemples. Et puis, il y a le très beau livre du colonel Hogar, L'Europe est morte à Pristina, dont je recommande aux auditeurs aux téléspectateurs de la lecture parce que c'est un petit livre qui raconte son intervention au Kosovo. Il ne voulait pas y aller, lui, parce qu'il disait on va faire des choses horribles. On a fait des choses horribles. Mais il a limité les dégâts, il a sauvé des civils serbes, et c'est lui qui raconte comment un jour où il tire sur des maquisards de Lučeka qui attaquaient des civils serbes, il reçoit un coup de fil d'un colonel anglais qui lui dit « Arrêtez de tirer sur mes hommes ». Donc là, on se dit ça allait très très loin quand même. Et il y a toujours, en Serbie, on sent toujours... quelle est la mémoire de cela? Alors la mémoire du Kosovo ne s'effacera jamais. Non, pas du Kosovo, la mémoire des bombardements en Serbie. Oui, en Serbie, la mémoire des bombardements existe toujours. Il y a toujours un ressentiment. Mais vous savez, la Serbie est tiraillée. La Serbie est entre deux mondes. La Serbie, la moitié de la Serbie regarde vers l'Occident et l'autre moitié de la Serbie regarde vers la Russie. La jeunesse aujourd'hui s'en fiche un peu? La jeunesse, non, elle s'en fiche pas. Ils ont essayé, bien manipulés par les réseaux Soros, très très présents à Belgrade, ils ont essayé de contester les dernières élections qui ont vu la réélection du président Vučić.
Ça n'a pas marché, mais il ne faudra pas s'étonner si un jour il y a une révolution de couleur en Serbie, comme on la voit en ce moment en Géorgie, à Tbilissi, où toute la jeunesse, bien alimentée par et les services secrets américains et les réseaux de Soros, organise une nouvelle révolution de couleur. Antoine Delacoste, merci infiniment. Merci beaucoup. Je rappelle donc votre site internet, geochronique.fr, et puis on peut retrouver vos chroniques régulièrement dans la revue d'histoire européenne. Maintenant, un petit conseil de lecture avant de nous quitter et de retrouver la petite histoire de Christopher Lahn, Vienne sous le soleil d'Austerlitz, de Vincent Hagel, est paru aux éditions Passé Composé. Après avoir remporté plusieurs batailles, Napoléon et ses troupes entrent dans Vienne le 13 novembre 1805. L'empereur François II aurait pu éviter l'occupation de sa capitale, mais il a refusé les conditions françaises. Les Viennois se voient obligés de loger les 7000 hommes que compte la garnison. Globalement, l'occupation se passe convenablement. Aucune résistance organisée ne voit le jour, tandis que les réquisitions abusives, comme l'insécurité occasionnée par le comportement de certains soldats français, sont réprimées. Le principal problème posé au comte Daru, le grand intendant, est de maintenir l'activité économique et agricole dans et autour de Vienne. Si la ville n'est occupée que durant quelques semaines, son évacuation débute le 13 janvier 1806, l'empreinte qu'y laissent les Français est durable. En effet, les élites autrichiennes, intégrant désormais le changement d'époque, jugent que des évolutions de l'institution monarchique sont nécessaires. Toutefois, le fait le plus marquant de cette campagne d'Autriche de 1805 est sans nul doute la dissolution, 8 mois plus tard, de l'Empire romain germanique avec le renoncement de François II à la couronne d'Allemagne, événement majeur aux conséquences incalculables pour l'Europe. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez donc maintenant retrouver Christopher Lahn et la petite histoire, mais n'oubliez pas avant de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet méconnu, mais connu quand même, on va dire ça. Les Français sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 22 juin 1941, quand les Allemands s'en prennent à la Russie et déclenchent l'opération Barbarossa, les envoyés du régime de Vichy sont priés de regagner la France. Parmi eux, le lieutenant-colonel Luguet, attaché militaire de l'air, en profite pour rejoindre la France libre. À Londres, il explique à De Gaulle que ce ne sera pas si facile pour les Allemands de battre les Russes, voire qu'ils ne parviendront pas à les battre. Il propose donc au général d'envoyer des Français combattre aux côtés des troupes russes. Ce ne sera pas un gros effectif, ça ne va pas influer sur le cours de la guerre, mais c'est pour le symbole. Le général est aussitôt séduit par l'idée. Si De Gaulle est séduit par cette idée, c'est parce qu'il est en froid avec les Américains, un peu en froid avec les Anglais aussi, et surtout que comme beaucoup de communistes se battent dans la résistance, il doit leur envoyer un signal fort. Mais la principale idée du général, c'est de préparer l'après-guerre. On pense d'abord à une division mécanisée, mais le projet échoue et ne reçoit pas l'appui des Anglais. On pense ensuite à une division d'infanterie, mais on en a besoin et les Anglais sont encore hostiles. Vient ensuite l'idée d'envoyer une délégation uniquement composée de pilotes avec leurs mécaniciens. L'idée, bien sûr, est de Luguet, qui était lui-même attaché militaire de l'air en Russie, et il note que les pilotes français seront équipés par les Russes et assistés par les Russes. Donc en février 1942, De Gaulle autorise Luguet à parler à la mission soviétique à Londres. Celle-ci accepte la proposition et en informe Moscou. En tout cas, les Russes sont très intéressés pour le moment. Un mois plus tard, c'est Staline en personne qui donne son accord de principe. En contrepartie, il espère que De Gaulle appuiera son idée d'ouverture d'un second front en Europe de l'Ouest. Après des longues semaines de paperasserie à la soviétique, vous savez de quoi je parle puisqu'on en a hérité dans ce qu'on appelle l'après, De Gaulle obtient que les pilotes français forment une division autonome au sein des forces soviétiques. A noter que les Anglais étaient très hostiles à cette idée mais qu'ils finiront par céder. On leur a rien demandé à cela. De quoi je me mêle? Bon. Le groupe se nomme Groupe de chasse numéro 3, il est composé de 14 pilotes et d'une cinquantaine de mécaniciens, tous volontaires. Bon, il faut noter que les pilotes sont assez inexpérimentés, seulement 7 d'entre eux dépassent les 300 heures de vol, et les autres, ceux qui dépassent les 500,
150 heures de vol ont triché pour réussir à être acceptés. Tous les sous-officiers sont nommés officiers car à l'époque en URSS il fallait être officier pour devenir pilote. Mais quel nom trouver à cette unité? Parce que groupe de chasse numéro 3, bof. Dans la tradition des FAFL, les groupes aériens portent des noms de provinces. Le commandant Pouliken, qui a été nommé à la tête de cette unité, voudrait bien le baptiser du nom de sa région natale, la Bretagne, mais le nom est déjà pris. On choisit Normandie. Fin 1942, notre unité se dirige donc vers Moscou en passant par le Liban, l'Irak et l'Iran. Une fois arrivés chez les soviétiques, on leur propose à leur grande surprise de choisir entre des avions américains et des avions russes. Les Français choisissent les avions russes, ce qui plaît énormément aux officiers soviétiques. Ils sont formés pendant 3 mois et demi sur Yak 7 et Yak 1. Alors c'est pas une sinécure, les pilotes souffrent du froid tout d'abord, des conditions d'hébergement, et surtout, en vol ils ont du mal à se repérer dans ces immenses plaines dans la vaste taïga russe. Mi-mars 1943, l'unité fait l'objet d'une inspection franco-soviétique qui déclare qu'elle est prête à partir pour le front. Le 22 mars 1943, le groupe de combat Normandie part pour la base de Polotnany Zavod et elle est intégrée à la 303e division de l'air soviétique. Leur première mission consiste tout d'abord à escorter des bombardiers russes, mais nos amis français veulent plus que ça, ils veulent en découdre, ils veulent montrer leur vaillance, montrer leur courage. Le 5 avril, c'est la première rencontre avec la Luftwaffe, et 2 Yak abattent 2 chasseurs allemands. Aucune perte, tous les avions rentrent à la base, c'est la preuve que les soviétiques attendaient. Cette unité vaut son pesant de cacahuètes. Ah, c'est comme ça qu'il a dit Staline. À partir de ce moment, les engagements vont être quotidiens et le rythme harassant. Les combats s'enchaînent et les pertes aussi, à une telle vitesse que Londres est obligé d'envoyer des renforts. Les renforts arrivent mi-mai, les Français sont au cœur de l'action et abattent de nombreux avions allemands, et le mois suivant, la Pravda vante leur mérite. Ils viennent d'être décorés de l'ordre de la guerre pour la patrie. Du 12 au 19 juillet, les Français sur leur Yak 9 participent à la bataille d'Orel. Ils effectuent 112 sorties, perdent 6 avions mais en abattent 17. Le 14 juillet 1943, jour de fête nationale, les soviétiques acceptent pour la première fois que le drapeau français soit hissé en haut du mât pendant quelques minutes. Ah, c'est beau. Très vite, les Yak 9 sont remplacés par des Yak 3, beaucoup plus performants, mais les mécaniciens français sont harassés de fatigue. Ils partent donc pour le Moyen-Orient et sont remplacés par des Russes. Ça va poser des petits problèmes de traduction au début, mais ça va encore renforcer les liens entre Français et Soviétiques. Une petite anecdote à ce sujet sur les liens qui unissaient les pilotes français et leurs mécaniciens russes. Le 15 juin 1944, l'avion du lieutenant Sen est en feu. Le contrôleur russe lui ordonne de sauter en parachute, mais il a son mécanicien dans l'avion qui lui n'a pas de parachute. Sauter en parachute signifierait donc abandonner son mécanicien à son triste sort qui le conduirait inévitablement vers la mort. Il tente donc le tout pour le tout et décide d'atterrir, ce qui va échouer, les 2 hommes mourront ensemble dans cet avion. L'événement va faire le tour de la presse russe et les 2 hommes sont enterrés ensemble, côte à côte, dans le cimetière de Dubrovka. Revenons en 1943. Certes, les résultats sont excellents et le nombre d'avions ennemis abattus est important, mais les pertes sont nombreuses chez les Français. En 6 mois de combat, 21 pilotes ont été tués, sont faits prisonniers ou ont été portés disparus. Le groupe est donc mis au repos jusqu'à ce que De Gaulle décide d'envoyer de nouveaux pilotes en renfort depuis l'Afrique du Nord. 33 pilotes arrivent de cette région entre décembre 43 et février 44. Le groupe compte désormais un effectif total de 61 pilotes et est formé en 4 escadrilles. L'armée rouge est alors en pleine avancée et les Français l'appuient en Biélorussie puis en Lituanie. D'ailleurs, le groupe a joué un rôle très important dans le franchissement du Niémen et c'est à cette occasion que Staline a décidé de nommer le groupe Niémen. Le groupe de combat 3 Normandie deviendra donc le Normandie-Niémen. En octobre 44, les Français forgent encore plus leur réputation en remportant toute une série de victoires. Le 16, au cours d'une sortie, ils abattent 29 avions allemands sans aucune perte. Le 22, 56 sorties, 14 avions ennemis abattus, aucune perte.
Ainsi, fin novembre, le Normandie-Niemen est la première unité française à pénétrer sur le sol allemand. Le 28 novembre, les lieutenants Delapope et Albert sont faits héros de l'Union soviétique. Le 30 décembre 1944, la 200e victoire du Normandie-Niemen est homologuée. Début 45, la suite de la guerre ne fait plus aucun doute, l'armée rouge disposant dans les airs d'une supériorité écrasante à 18 contre 1. Ainsi, l'idée de créer toute une division aérienne française est abandonnée. La dernière victoire de la guerre est remportée par le lieutenant Georges Henry le 12 avril 1945, mais il est tué au sol peu après par un bombardement. Au final, au cours de ce conflit, le Normandie-Niemen aura effectué 5240 missions, 869 combats aériens, abattu 273 avions confirmés, 37 probables et endommagé 47 autres. 45 pilotes ont été tués au combat sur 96 engagés. Le régiment est décoré de la Légion d'honneur, de la Croix de la Libération, de la médaille militaire avec 6 palmes et des ordres soviétiques du drapeau rouge et d'Alexandre Nevsky. 4 pilotes, dont les 2 dont on a parlé tout à l'heure, seront faits héros de l'Union soviétique et 21 compagnons de la Libération. Après la capitulation allemande, le Normandie-Niemen est rapatrié sur Moscou. Staline décide d'offrir à chaque officier le Yak-3 qu'il pilote. Ainsi, le 15 juin 1945, 40 Yak-3 décollent vers la France. Ils se posent le 20 juin au Bourget devant une foule en liesse venue acclamer les héros de l'Est. L'armée réquisitionne aussitôt les avions, vous vous doutez bien, on va pas leur en faire cadeau, hein. Vous êtes bien gentils les mecs, vous avez risqué votre peau, mais bon, vous allez pas garder ça au garage chez vous, non? D'ailleurs, le dernier exemplaire de ces Yak se trouve toujours au musée de l'air et de l'espace au Bourget, que vous pourrez aller voir quand vous voulez. Ainsi, ces quelques dizaines de pilotes n'auront pas changé le cours de la guerre, vous en doutez bien, mais comme le dit Max Chiavon dans cet excellent dossier de la NRH que je vous recommande de lire, la France libre n'avait rien d'autre à donner que des hommes et du courage. Et surtout pour De Gaulle, il s'agissait de se légitimer, de préparer l'avenir et de n'avoir pas pour seul ami que les Américains et les Anglais. Ah bah non. On parle du Normandie-Niemen, mais il y a eu d'autres Français qui se sont engagés sur le front de l'Est, mais dans l'armée allemande. Il s'agit de la Légion des volontaires français, LVF, qui avait pour but suprême de lutter contre le bolchevisme. Elle a été créée en 1941 à l'appel de nombreuses organisations politiques anticommunistes. Ils portaient l'uniforme allemand, bien qu'ils avaient un petit drapeau français qui va bien ici, et devaient prêter allégeance au Führer. Mais bon, pas tout gâcher, ça compte pas, ça... De toute façon, ils étaient nuls alors. Si, ils étaient nuls. Autres Français sur le front de l'Est, bien sûr, les malgré nous, ces citoyens qui vivaient en Alsace-Moselle et qui ont été intégrés de force à l'armée allemande qui occupait ces régions. Mais bon, je vous garde ça pour un prochain épisode, croyez-moi, c'est très intéressant. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Liberté.